Et donc pour notre dernière intervention, j'accueille Aurélie Pellard, responsable de fonds Mission Cartes et Plans aux Archives nationales, Corinne Cheng et Lucie Morusis, qui sont toutes deux conservatrices restauratrices spécialisées en art graphique et qui vont nous parler de la conservation-restauration d'ensemble que sont les affiches et les placards. Bonjour à toutes et à tous. Dans son essai intitulé des archives... Ah pardon, peut-être que tu lances le PowerPoint. Excusez-moi, on recommence. Dans son essai intitulé « Des archives considérées comme une substance hallucinogène », Michel Mello interroge la patrimonialisation des affiches et juge, non sans provocation, indispensable de ne jamais les déplier avant leur décomposition spontanée. Appartenant à la catégorie des éphémères, ces documents ne semblent en effet pas conçus pour durer, tant par la qualité des matériaux que par leur mode de présentation qui engendre des dégradations. Car placards et affiches ne se définissent pas par leur format ou leur technique d'exécution, mais bien par leur usage et leur destination, être exposés, la plupart du temps dans un lieu public, pour diffuser une information. Nous nous référons ici à la définition assez large du dictionnaire de l'Académie française, selon laquelle un placard est un écrit ou un imprimé que l'on affiche. À partir du XIXe siècle, ce terme est délaissé au profit de celui d'affiche, défini comme un placard, feuille écrite ou imprimée que l'on affiche pour avertir le public de quelque chose. Si l'obligation de dépôt légal les assigne depuis le XIXe siècle aux bibliothèques, de nombreuses affiches sont pourtant conservées en service d'archives. Les archives nationales en conservent actuellement plus de 20 000, mises à plat dans les tiroirs des magasins Cartes et Plans. Et on estime qu'il en reste au moins autant encore pliés à l'intérieur des dossiers. On peut les catégoriser en deux types, les affiches produites ou reçues par l'administration centrale de l'État dans le cadre de son activité et qui sont considérées comme des archives publiques, et les affiches entrées par voie exceptionnelle, c'est-à-dire en dehors des versements de l'administration et qui sont, elles, considérées comme des archives privées d'intérêt national. Les affiches produites par l'administration sont la plupart du temps des exemplaires surnuméraires qui n'ont jamais été collés au mur et qui viennent compléter les dossiers documentant leur création et leur diffusion. Il en va différemment pour les affiches reçues par l'administration, car celles-ci portent bien souvent les marques de leur traitement administratif. On peut citer par exemple les visas du CNC pour les affiches de cinéma ou les scellés de la police pour les affiches saisies sur des militants politiques. Plus rares et parfois plus anciens, les placards et affiches entrés par voie exceptionnelle peuvent porter, quant à eux, les traces des différents usages qui ont précédé leur entrée aux archives nationales. Dans les deux exemples présentés aujourd'hui, la mission de l'archiviste est de conserver les témoignages de ces usages éphémères pour pouvoir transmettre l'intégralité de l'histoire du document. Défi relevé par mes deux collègues qui vont maintenant vous présenter leur travail. Le premier cas que nous souhaitons évoquer ici est une enseigne de maître d'école itinérante de la seconde moitié du XVe siècle. Ce document exceptionnel a été l'objet d'une intervention de conservation-restauration au cœur du mémoire de fin d'études de Cassandre de Miellacou, dont le travail rigoureux a énormément fait avancer nos connaissances. Le placard se compose d'une très grande initiale peinte en rouge, donc c'est du vermillon, en vert, qui est un pigment à base de cuivre, en bleu, c'est de l'azurite et avec de la dorure, et des inscriptions tracées à l'encre ferrogallique. Malgré l'effacement de la première ligne, on peut lire « École d'écrire de chiffres et de comptes, Séant est ouverte à tous ». Les deux paragraphes inscrits dans la partie inférieure sont des sortes de textes promotionnels visant à convaincre les passants des talents de pédagogue du maître. Plusieurs arabesques et motifs décoratifs ont été ajoutés pour démontrer la dextérité de l'enseignant. Donc juste ici, vous voyez, il y a un dragon qui est particulièrement joli. L'enseigne a été utilisée à plusieurs reprises et clouée par ses coins supérieurs, comme en témoignent les nombreux trous encore présents dans ces zones. Vous le voyez, et comme c'est le cas de la plupart des documents éphémères médiévaux, le placard est arrivé jusqu'à nous de façon fortuite puisqu'il a été remployé pour couvrir un registre de notaire au début du XVIe siècle. Il s'agit en effet d'une grande pièce de parchemin de mouton qui a été récupérée et revendue lorsqu'elle n'était plus en usage plutôt que d'être jetée. Notez bien
un détail intéressant, le verso du placard, donc là comme vous le voyez ici, est totalement vierge. Il aurait pu faire une couverture parfaitement immaculée si le parchemin avait été utilisé sur son autre face. Le fait qu'il ait été plié avec sa face inscrite et décorée vers l'extérieur dit quelque chose du sens de l'esthétique qu'on n'attendrait pas forcément d'un notaire du début du XVIe siècle. C'est une blague. Ce phénomène de remploi des documents sur parchemin est très connu des médiévistes et des philologues. Leur étude a permis de nombreuses découvertes, notamment celle des premières indulgences imprimées par Gutenberg et dont le parchemin avait été réutilisé comme plat de reliure. Aujourd'hui, ces fragments sont au cœur d'un projet de catalogage et d'indexation à l'échelle internationale et baptisé Fragmentarium. En raison d'une histoire mouvementée que nous n'évoquerons pas ici alors qu'elle est passionnante, les Archives nationales possèdent l'une des plus vastes collections de fragments de manuscrits et d'imprimés anciens remployés, et c'est dans cette collection que le placard a été redécouvert. Je dis redécouvert parce qu'il avait déjà été vu par les érudits de l'entre-deux-guerres, mais considéré à ce moment-là comme non digne d'intérêt. Voici ce à quoi donc le placard ressemblait lorsqu'il a été plié pour servir de couverture au registre du notaire Duperrier entre 1515 et 1530. Donc ce volume a été cousu sur 2 supports de Pomégicée, contrairement à la plupart des cas. Le placard de parchemin n'a pas été recoupé pour correspondre aux dimensions du volume à couvrir, mais simplement plié. La reliure effectuée sur le registre était sans doute très simple, mais c'est bien elle qui a permis au document de traverser le temps jusqu'à nous. Nous ne conservons aujourd'hui que très peu de placards d'école laïque, c'est-à-dire indépendantes des établissements réguliers pour la période médiévale. Ce document est donc l'un des témoins de ces pratiques encore aujourd'hui mal connues. La problématique soulevée par le traitement de ce placard est donc double. D'abord, il s'agit d'un document éphémère, non destiné à être conservé. Ensuite et surtout, il s'agit de 2 objets en un. C'est un placard de maître écrivain et c'est un matériau de couvrure de reliure. L'intervention de conservation-restauration menée à bien par Cassandre de Miel-à-Cou devait donc répondre à un impératif contradictoire. Sécuriser les altérations présentant un danger pour le document et permettre la lisibilité de ces 2 usages successifs, le placard et la couvrure. Face à cet objet, le premier réflexe pourrait être de chercher à restituer le plus possible l'image du placard débarrassé des stigmates créés par sa seconde existence en tant que matériau de couvrure, mais cela reviendrait à nier la plus grande partie de son passé et le biais par lequel il nous est parvenu. Une fois la décision prise de ne pas privilégier l'un des 2 états, nous étions évidemment face à un dilemme impossible à résoudre, puisque favoriser la lisibilité du placard, c'est diminuer celle du remploi, et vice-versa. Le premier de nos choix a été de conserver le document donc déplié, privilégiant ainsi la lisibilité du texte du placard. Le parchemin de mouton, inscrit sur sa face chair et à peine travaillé sur sa face poil, se trouvait dans un bon état de conservation générale, à l'exception des zones très encrassées qui correspondent aux plis effectués pour leur emploi. Le travail de Cassandre a commencé par un dépoussiérage et un gommage très soigné de l'ensemble du document sur ses 2 faces, en adaptant ses outils et son geste aux zones du parchemin plus ou moins abîmées et au décor. Puis, après plusieurs phases de test, les zones craquelées de la couche picturale et des dorures ont été consolidées avec de la colle de gélatine d'esturgeon appliquée avec un nébuliseur et au pinceau. Par la suite, nous avons réfléchi aux déformations du parchemin. Alors pareil, il y a une petite vidéo. Parfait. Voici une photogrammétrie du placard réalisée par William Siméonin, donc photographe aux Archives nationales, avant l'intervention. Elle permet de visualiser les déformations importantes du parchemin liées à la longue période d'utilisation comme matériau de couvrure. Il est possible de différencier les plis intentionnels, c'est-à-dire ceux réalisés au moment du remploi du parchemin comme couvrure, des plis accidentels qui ont résulté de manipulations fortuites. C'est le cas par exemple des plis situés au coin, ici en rouge. Les plis intentionnels compromettent la lecture du mot « séant », comme vous le voyez ici, et modifient la perception de la forme de l'initiale. C'est pourquoi il a été décidé de les atténuer sans toutefois chercher la mise à plat à tout prix. Les plis accidentels ont fait l'objet d'un traitement un peu plus poussé. Pour chacun de ces cas, le parchemin a été humidifié de façon indirecte et progressive avec des billes de silice, puis séché sous contrainte légère.
Les déchirures ont par la suite été sécurisées avec de petites bandelettes de papier japonais pré-encollées avec de la colle de gélatine d'esturgeon à 5%. Le but était d'éviter la création de nouvelles déchirures ou l'aggravation de celles existantes. Les 3 importantes lacunes du placard n'ont pour le moment pas été comblées. Il est question de procéder à un comblement uniquement visuel en incluant des pièces colorées sur le plateau du futur conditionnement qui est en cours de conception. La perspective du traitement de ce document a soulevé des questions passionnantes. Si la conservation-restauration, nous le savons, est toujours une affaire de compromis, ce placard est l'incarnation du choix impossible puisqu'il est 2 objets en un. Mais il a été également l'occasion d'éprouver la réflexion collective dans le cadre de l'accompagnement d'un travail de mémoire de fin d'études qui a abouti à un traitement minimaliste et respectueux autant que possible de la dualité de l'objet. Le second cas que nous souhaitons vous présenter a plus en commun avec le premier qui n'y paraît. Il s'agit d'une affiche politique placardée sur un mur de la place de l'église d'Aigues-Mortes, près de Montpellier, un soir de novembre 1911. Si nous pouvons être aussi précises, c'est parce que cette affiche, apposée en dehors de la procédure en vigueur, a été détachée très vite et emportée par des officiers de police comme pièce à conviction. Nous n'en connaissons pas d'autres exemplaires. C'est une affiche politique éditée par la toute jeune Confédération Générale du Travail, CGT, et qui appelle au boycott de certains produits et à la défiance envers le gouvernement. Elle a été collée sans autorisation par-dessus d'autres affiches. Vous voyez ici le timbre fiscal de notre affiche qui ne comporte pas le tampon réglementaire, tel qu'il devait être apposé comme vous le voyez ici. Pour détacher l'affiche, les officiers de police ont entaillé dans les couches sous-jacentes de papier jusqu'à emporter des morceaux du mur. Le tout a ensuite été plié et rangé dans le dossier. C'est dans cet état qu'elle nous est parvenue via un versement du ministère de la Justice. Tout comme pour le cas du placard d'école médiévale, cette affiche n'était pas destinée à être conservée. Elle a été par un biais détourné. Elle n'a pas été remployée, même si on connaît dans l'histoire des cas de remploi d'affiches, mais elle est devenue une archive judiciaire. Elle a été déposée à l'atelier des Archives nationales en 2022 dans le cadre de l'entretien des fonds. Pour son traitement, 2 questions importantes devaient être posées. D'abord, fallait-il déplier l'affiche ? Même si ça peut sembler anodin, cette question est centrale dans les services d'archives, puisque si l'affiche est dépliée, elle ne peut plus être conservée physiquement dans son dossier d'origine, mais devra être déposée au magasin carte et plan, ce qui implique de créer une nouvelle cote liée à celle du dossier. Mettre une affiche à plat, c'est fragmenter physiquement le fond d'archives, mais c'est aussi permettre au lecteur de consulter le document sans l'endommager. La seconde question est celle du conglomérat d'affiches sous notre document. Essaie-t-on de les décoller les unes des autres ? Une telle opération présenterait 2 avantages, l'un matériel et l'autre historique. D'un point de vue matériel, le document en l'état est très épais et déformé. Il se craquelle et certains éléments se détachent facilement. Décoller les affiches les unes des autres permettrait de libérer de ces contraintes. D'un point de vue historique, délaminer les affiches permettrait d'obtenir un instantané du mur du sud de la France au début du XXe siècle, ce qui attise évidemment les curiosités. Au moment de discuter du traitement à mettre en œuvre, une autre limite de la restauration s'est manifestée à nous, celle de la masse. Même s'il n'est pas techniquement impossible de décoller toutes les strates d'affiches agglomérées sur notre affiche CGT, une telle opération serait trop chronophage par rapport aux autres travaux à effectuer au sein de l'atelier. Un compromis a donc été adopté, celui de détacher uniquement la fiche CGT du reste du conglomérat, afin de la libérer des tensions et du même coup de révéler la couche sous-jacente. Avant tout traitement, nous avons procédé à un dépoussiérage complet du document. Par la suite, nous nous sommes attaqués au travail du décollement. Les caractéristiques de la colle utilisée pour appliquer ces affiches nous sont inconnues, mais nos tests ont révélé qu'elle réagit bien à l'humidification. Plusieurs modes d'humidification par la face ont été testés et nous avons finalement opté pour un gel d'agar-agar à 4%. Le travail d'alternance entre humidification et décollement mécanique a été particulièrement long, mais il a permis de révéler centimètre par centimètre la fameuse couche sous-jacente. Voici un aperçu de ce qui s'est révélé à nous en guise de récompense après de longues heures de travail patient. Vous voyez que graphiquement, l'objet est intéressant. Il rappelle une œuvre de Jacques Villeglé, mais qui serait involontaire. Nous pouvons compter 6 affiches différentes. Un avis de travaux d'entretien des ponts et chaussées,
un arrêté de nomination des juges des tribunaux de commerce, une adjudication, c'est-à-dire un appel d'offres. Pour des travaux à mener sur une caserne, ce qui pourrait être un avis de l'auto du Mont-de-Piété, une affiche très allongée et dont le texte commence par Paris, et enfin, une affiche lithographique, sans doute publicitaire, avec un sac à main figuré. L'affiche dont provient ce fameux sac à main n'a pas pu être identifiée, mais nous profitons de l'occasion pour lancer un appel. Si par hasard quelqu'un tombe un jour sur l'affiche dont provient ce fragment, nous sommes preneuses. Il s'agit en tout cas d'un mélange très intéressant d'affiches administratives et publicitaires, sur lesquelles était collée, rappelons-le, une affiche politique. Nous avons là une sorte de condensé de l'histoire de l'affiche à la veille de la Première Guerre mondiale, qui pourra permettre aux historiens du futur de contextualiser finement l'histoire matérielle de cette affiche de la CGT. Une fois décollée, nous avons consolidé l'affiche selon un protocole minimaliste, en mettant en œuvre des techniques proches de celles utilisées pour le placard médiéval. L'affiche a été légèrement humidifiée par vaporisation et mise en tension avec des éléments néodymes, à la manière d'une technique fréquemment employée pour la remise en forme des parchemins. Ce procédé nous a permis d'atténuer les déformations mécaniques de l'affiche, et notamment les plis, sans pour autant la mettre totalement à plat. Certaines déchirures n'étaient plus jointives. Nous avons donc procédé au collage à la colle d'amidon de bandelettes de papier japonais afin d'en sécuriser les manipulations. De nombreux poils de pinceau, restés à la surface de l'affiche CGT ou découverts à la ferveur de son décollement, ont été laissés en place dans la mesure où ils ne gênent pas la lisibilité des affiches et ne représentent pas un danger pour leur intégrité. Certains ont même été fixés à l'aide de bandelettes de papier japonais afin d'assurer leur maintien. Ces poils sont évidemment ceux des pinceaux utilisés par les colleurs, et en l'occurrence par les colleuses, puisqu'il semble que cette activité était très féminine au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Nous avons ensuite procédé à un montage de l'affiche sur un plateau en carton de conservation, par le biais de charnières en papier japonais. Sur ce même plateau, nous avons également monté le conglomérat à l'emplacement où il se trouvait au dos de l'affiche CGT, afin de ne pas risquer de séparer matériellement les deux entités. Pour ce second cas d'affiche, les limites ont été celles qui nous étaient imposées par le contexte et par l'usage. Dans un environnement professionnel comme celui des Archives nationales, un document en traité en chasse un autre, et il n'était pas raisonnable de procéder à la séparation de chacune des couches qui composent le conglomérat. En revanche, en n'intervenant pas, nous laissons ouverte la possibilité qu'un tel traitement soit réalisé ultérieurement si le besoin s'en fait sentir ou si la curiosité devient trop envahissante. En conclusion, nous pouvons dire que ce qui renie cette affiche et le placard médiéval, c'est la centralité de la notion d'usage. Ce sont tous les deux des documents pensés pour un usage donné et à durée déterminée, qui sont arrivés jusqu'à nous par hasard, presque par accident. Nous nous trouvons donc face à des objets qui n'auraient pas dû arriver jusqu'à nous et qui ont traversé le temps parce qu'ils ont été autre chose que ce à quoi ils étaient destinés. Une couverture d'un registre ou une pièce à convection devenue archive définitive. Les traces laissées par ces usages secondaires sont tout aussi signifiantes que le texte, et en tant que conservatrice-restauratrice, il nous revient de ne pas chercher à les nier. Ces usages secondaires font partie intégrante de ce que ces objets, sortes d'éphémères contrariés, véhiculent sur notre passé. Leur traitement nous met donc dans tous les cas devant une contradiction insoluble, mais particulièrement stimulante. Il nous faut allonger l'espérance de vie de condamnés. Outre les limites imposées par les objets eux-mêmes, il convient de mentionner celles qu'implique le contexte de traitement et de conservation. Déplier ces documents, c'est toujours modifier leur conformation matérielle, et donc modifier des modes de rangement et de cotation. Le traitement des affiches et des placards est donc souvent un double défi intellectuel et technique qui favorise, et c'est tant mieux, le travail en équipe. Merci pour votre attention.